un exercice aujourd'hui, un exercice grandeur nature, si j'ose dire, supervisé par Vladimir Poutine sous l'œil des caméras. Regardez ces images. Commandant en chef suprême, conformément au plan de préparation des forces armées russes, sous votre direction, des exercices pour le contrôle des forces armées sont en cours. Des tâches de frappe nucléaire massive par les forces de dissuasion en réponse à une frappe nucléaire ennemie seront tenues. Le chef de l'état-major, le général Gerasimov, présentera le programme des exercices. Commandant en chef suprême, les exercices impliquent un système de missiles terrestres mobiles, YARS, des troupes de missiles stratégiques, un sous-marin nucléaire porteur de missiles de la flotte du Nord, 2 avions porteurs de missiles de longue portée Tu-95M. Voilà, alors c'était la voix traduite du ministre de la Défense Shoigu et du chef d'état-major Gerasimov pour annoncer l'exercice qui était prévu des armes nucléaires russes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Général Trinquant, ce soir, de la part de Vladimir Poutine? Se mettre en scène derrière son bureau, de recevoir ces informations aussi solennellement? Oui, alors vous avez raison de souligner la mise en scène, parce que l'exercice lui-même, il est prévu, ils préviennent les Américains, tout se passe normalement, il n'y a aucun problème. Simplement la mise en scène, puis j'écoutais commandant en chef suprême, c'est Monsieur le Président, non, commandant en chef suprême, on en rajoute un petit peu, et vis-à-vis de la population russe, oui, l'importance, c'est de montrer le chef dans sa capacité de l'arme nucléaire, quand même majeure, et puis un exercice, il y a eu quand même 3 missiles tirés, avec une grande distance, qui allait dans la presqu'île de Chapskaya, au large de la Sibérie. Et donc, c'est un exercice réel et qui marque que les forces russes sont prêtes. Le peuple russe, n'ayez crainte, vous êtes protégés. C'est ça. Et je suis aux commandes de tout ça, puisque je suis le commandant chef suprême. Donc ça veut dire aussi vis-à-vis de son opinion publique aujourd'hui, qui frémit, qui se pose des questions, auxquelles quand même, hier, il a dit « j'ai des difficultés administratives » et où il a réuni son conseil de guerre pour essayer d'organiser un peu mieux la vie quotidienne de l'armée démobilisée et des citoyens russes en général, l'industrie. C'est aussi une façon de dire « non, non, je contrôle quand même la situation ». Oui, alors vous avez raison de souligner en plus le comité de coordination, parce que c'est nouveau. Il n'y en avait pas avant. Maintenant, il y a un comité de coordination qu'on sent qu'il veut embarquer dans la barque d'autres personnes pour montrer qu'il n'est pas le seul responsable. Et puis, il y a des tensions, vous avez raison. Alors, Wagner, bien sûr, mais les Tchétchènes également. Chacun va de sa partition pour essayer de discréditer l'armée et de montrer qu'eux sont meilleurs que les autres. Donc, toutes ces tensions font que l'exercice arrive à point pour marquer que le chef est toujours là et qu'il a des moyens. Et il est seul, ce chef. C'est ce que montrent les images, on va les revoir, de Vladimir Poutine lors de cette réunion. Alors certes, il y a notamment le ministre de la Défense qui est en visioconférence, mais on voit un Vladimir Poutine seul sur une table où 6 personnes peuvent s'asseoir au total. Qu'est-ce que cela nous dit? Et d'abord, je ne sais pas si cela se passerait comme ça dans la réalité. Si cela n'était pas un exercice, est-ce qu'il serait accompagné par des généraux, par des conseils, Vladimir Poutine, à ce moment-là, ou est-ce qu'il serait seul, comme cela, isolé, face à la vidéoconférence? Non, vous avez raison, à mon avis, il ne serait pas seul, mais être seul et le chef en Russie est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des Russes après le 24, et en fait, leur problème, c'était que le chef ne pouvait pas se tromper. Quand j'en arrivais au bout de la conversation en disant quand même, attendez, c'est pas possible, c'est pas possible ce qui se passe et tout, ils vous disaient mais c'est pas possible, le chef ne peut pas se tromper. Et donc cette religion, j'allais dire, du chef est extrêmement importante, et donc la mise en scène ne fait qu'illustrer cette affaire, même si, comme je vous le disais, maintenant il y a un comité de coordination qui est mis en place. Mais c'est intéressant, on ne monte pas le comité de coordination, on monte le chef tout seul, mais il a quand même créé un comité de coordination pour mettre... il y avait le Premier ministre, il y avait le maire de Moscou, on en a parlé hier, il y avait Shoigu, le ministre de la Défense, et comme si l'opinion publique russe était entrée dans la guerre. Et donc, il a besoin, on le disait avec Thomas, il intervient tous les jours. Là, ça fait plusieurs jours d'affilée qu'on le voit, et qui parle, en fait, à ses concitoyens d'abord. Oui, mais d'abord parce que je pense que le mensonge a une limite. Au bout d'un moment, la population russe est quand même au courant. On l'a vu au moment de la mobilisation.
Il y avait des manifestations dans lesquelles les gens disaient « vous nous mentez, on sait très bien que c'est de la guerre, et que, etc., etc. » Donc je pense que ces fuites font qu'à un moment, on doit changer la communication et on doit répondre à cette communication. Et en plus, je répète, les réseaux radicaux, alors je parlais des Tchétchènes et de Prigojine, mais il y a une montée en gamme et donc une déstabilisation d'une certaine façon du président et de ceux qui font la guerre autour de lui. Cet exercice et sa mise en scène sont impressionnants. Ce n'est pas le premier du même genre. Le dernier en date s'est déroulé juste avant l'invasion du 24 février dernier. Évidemment, celui-ci prend une signification toute particulière parce qu'on est en temps de guerre. Quel message, selon vous, envoie-t-il Vladimir Poutine? On parlait de la Russie, mais aux puissances étrangères. Alors, je pense qu'il faut parler d'un autre exercice aussi, qui a lieu en même temps. C'est l'exercice de l'OTAN. Le 17 octobre dernier. Voilà. L'exercice de l'OTAN, qui est un exercice nucléaire, dont l'objectif est différent, puisqu'il concerne les alliés de l'OTAN. Sauf la France, qui, je le rappelle, ne participe pas au plan nucléaire de l'OTAN. Mais les autres pays, oui, ceux qui sont capables d'emporter sous des avions américains, souvent, des bombes américaines. Donc, cet exercice a lieu et avait pour objet de montrer l'unité des pays de l'OTAN dans l'affrontement éventuel. Il était également prévu. Il était également prévu, mais il a été maintenu toujours pour lancer le même message. Bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le dialogue. Oui. Je montre que je suis capable et regardez tous les pays de l'OTAN. C'est un dialogue ou c'est une escalade? Non, non, c'est pas une escalade. Pour moi, c'est un dialogue. Oui. C'est vraiment, on a l'arme nucléaire, l'OTAN en dispose, les Russes en disposent, la dissuasion, ça marche. Point. Parce qu'il y a eu cet exercice, donc je répète, nous avons été prévenus de l'exercice russe, la Maison-Blanche en particulier, et vous aurez noté que les missiles allaient tous en sens inverse. Ils allaient de l'ouest vers l'est. Oui. Ils allaient à partir des mers du Nord, là, vers la Sibérie. Donc c'est vraiment un dialogue pour montrer que la dissuasion fonctionne. Un mot des engins militaires, des appareils que l'on voit, notamment, ce qui m'a marqué, moi, c'est ce bombardier qui date des années 50, je crois, qui est utilisé et qui, lorsque l'on sait, par exemple, ce que sont les bombardiers américains aujourd'hui, dénote terriblement. On a l'impression d'être dans le passé. De ce que l'on voit, vous, votre œil de militaire, est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que vous vous dites c'est une armée d'une autre époque qui est en action? Est-ce que cette armée, elle peut causer des dégâts ou est-ce que tout cela, c'est un tigre de papier, cette armée russe? Non, alors je ne le pense pas, parce que l'investissement russe, dont on sait qu'il est 10 fois inférieur à l'investissement américain, le budget militaire russe, c'est 65 milliards, le budget américain, c'est quasiment 700 milliards. Donc il y a une disproportion complète. Mais voilà le bombardier dont je parlais. Oui, alors ce bombardier qui, au passage, n'a pas été utilisé dans l'exercice. On l'a fait décoller, on le montre, mais ceux qui ont été utilisés, c'est des lance-missiles au sol et sous-marins. C'est ça qui a été utilisé. Et donc l'investissement russe, dont on a vu que dans l'équipement classique, il a été mauvais. Il n'y a pas des équipements de pointe, j'allais dire, ou très peu. En revanche, dans l'équipement nucléaire, oui. Et il faut se souvenir de l'incident du Koursk, qui a été tout à fait au début de l'arrivée du président Poutine, un choc terrible pour lui. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des investissements qui ont été faits là-dedans. Et donc, il y a un certain nombre de missiles qui ont été améliorés, dont certains, je crois que c'est Satan II, n'en est qu'au stade de prototype. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration de ces systèmes. Mais en étant sur la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est qu'on se souvient tous ici même parler de cette armée comme étant la deuxième armée du monde avant le début de cette invasion, le 24 février dernier. La suite, on la connaît. 8 mois après, les Russes n'arrivent pas à faire face à cette armée ukrainienne qui, a priori, ne devait pas tenir le choc plus de quelques jours, quelques semaines. Est-ce qu'on ne surestime pas non plus l'arsenal nucléaire russe? Non, alors, nucléaire, honnêtement, je ne sais pas, et c'est difficile de le savoir. J'espère qu'on n'aura jamais à le mesurer. Mais l'armée, vous avez raison, la deuxième armée du monde, on surestime totalement. Je vais vous donner une anecdote. Dans les années 86-88, j'étais officier plan du 2e corps d'armée en Allemagne, à Baden-Baden. Et nous préparions les forces françaises pour lutter dans le cadre de l'OTAN. On était la réserve du groupe d'armée centre de l'OTAN. Et on avait la 420e division de fusiliers motorisés, etc., trouée de Fulda face à nous. Et à l'époque, on avait beaucoup de craintes. On se disait, ils vont nous écraser, souvenez-vous. Ils sont à une étape du Tour de France de Paris. Hein, c'était ça.
Et en fait, quand en 90 ça s'est écroulé, les Russes sont partis en abandonnant toutes leurs archives sur place. Il y avait une mission d'inspection de la Russe qui était là, elle a laissé ses archives. Et dans les archives, notre stupeur, ça a été de découvrir qu'ils avaient très peur de nous. Et qu'ils disaient, non mais l'autre, attendez, on va se prendre une raclée, ça ne va pas se passer comme ça. Donc vous voyez, il y a une surestimation possible, mais le résultat, on le voit sur le terrain. Et sur le terrain, pendant 6 mois, l'Ukraine a été à la peine quand même, il ne faut pas l'oublier. Elle a résisté, Oui, elle a la été à la peine. contre-offensive est récente. Voilà, bien sûr. et la contre-offensive, ça fait 2 mois, et ils ont réussi à réorganiser, à remettre en place un dispositif. Et là, très clairement, les Russes savent que s'ils arrivent à tenir un peu contre l'Ukraine, ça ira, mais contre l'OTAN, ils n'ont absolument aucune chance. Et ce fameux hiver qui approche et qui peut être, alors pour les uns, un véritable obstacle, et pour les autres, bon, finalement, l'habitude de ces armées qui ont la tradition de lutter et de combattre pendant l'hiver. Est-ce que vous le voyez comme une étape très difficile, quelque chose qui change la donne? Alors écoutez, moi je suis un officier de cavalerie blindé, donc je sais ce que c'est que le terrain, et le terrain pour des chars, y compris avec des chenilles qui sont faites pour aller... Mais on a vu des images, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars, au nord de Kiev, où il y avait des engins complètement embourbés. Bien sûr. Oui. Et donc, ce qui me fait peur, c'est la Rasputitsa, ce qu'on appelle la petite Rasputitsa, qui est l'automne, quand la pluie tombe, que quand même la température... Il y a de la boue oui, la température bloque descend les en dessous chars. de zéro. Vous l'avez peut-être senti en dessous de zéro la nuit, mais il pleut, il y a de la boue, donc on est obligé de rester sur les itinéraires. Et si vous restez sur les itinéraires, eh bien, vous êtes beaucoup plus vulnérable et vous ne pouvez pas déployer vos engins. Et la même chose arrivera au printemps avec la vraie Rasputitsa, lorsque cette fois-ci le sol gelé fondra. En revanche, entre les deux, pendant l'hiver, dépendant évidemment, quand on est à moins 25, les soldats ont froid quand même. Hein. Mais pour les véhicules blindés, ce n'est pas un problème. Vous pouvez rouler, voire aller même sur la glace. Hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline avait fait mettre un train, une voie de chemin de fer, sur un lac gelé. Donc voilà. Donc les facteurs climatiques sont extrêmement importants. Moi, je regarde la météo tous les matins parce que les téléspectateurs qui n'ont pas l'habitude de ça, qui vivent dans des villes extrêmement bien équipées comme ça, doivent se rendre compte que la météo, c'est vraiment un des facteurs clés des offensives de la guerre. Et une information qui peut être importante cette année plus que les autres, c'est que sur les 3 dernières années, par exemple dans la région de Kherson, eh bien, les terres n'ont pas gelé l'hiver. Ouais. Voilà, ça c'est donc, peut-être à cause du réchauffement climatique, personne ne le sait véritablement, mais en tout cas, ça c'est un fait. On aimerait vous faire réagir sur une information diffusée par une agence de presse russe. On en sait plus ce soir sur les soi-disant projets ukrainiens concernant cette bombe sale. Voilà ce que les Ukrainiens préparent. Selon cette agence de presse russe, évidemment, l'Ukraine se servirait d'un faux missile Iskander qu'elle serait en train de fabriquer en ce moment même, une fusée factice donc, remplie de matière radioactive qui serait envoyée de la frontière biélorusse, mais côté ukrainien, vers Kiev, qui serait abattue au-dessus de Tchernobyl, au-dessus de cette zone d'exclusion de Tchernobyl, là où se trouve encore cette centrale nucléaire. Les débris seraient ensuite récupérés, puis montrés à la presse occidentale pour évidemment mouiller les Russes. Voilà le plan de Kiev, c'est ce que disent en tout cas ces Russes. D'abord, sur ce scénario, qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, ces scénarios présentés par les Russes viennent sûrement des services de renseignement qui n'arrêtent pas de me surprendre. Les services de renseignement russes qui n'ont pas été capables de comprendre que le 24 février, le gouvernement ne tomberait pas à Kiev et que toute l'opération a été montée là-dessus. Les services de renseignement qui n'ont pas empêché le pont entre la Crimée et la Russie d'être attaqué, mais qui en 48 heures ont donné tout le scénario, depuis le traversée de la Bulgarie, etc. Donc ils ont une capacité à monter des scénarios... Ils sont créatifs, c'est ce que vous voulez dire. Créatifs, très très créatifs, mais qui, à mon avis, sont parfois très éloignés de la vérité. Et dans ce cas précis, écoutez, c'est fait pour alimenter tous les scénarios qui sont mis en place aujourd'hui, pour masquer, en fait, tout ce qui se passe sur le terrain, qui est une défaite majeure dans la région de Kherson en particulier, mais dans la région d'Izium également. Et donc, voilà, je suis surpris par la capacité de présenter des scénarios comme ça, et jamais
Ça ne vous paraît pas sérieux, en tout cas? Non, ça ne me paraît pas sérieux du tout. Mais est-ce que ce n'est pas une forme de démonstration de ce que les Russes pourraient faire eux-mêmes, du coup? Mais oui, mais alors, si vous voulez, s'ils présentent ce scénario, que ceci arrive, ça va être trop gros, quoi. Ouais. Ça va être énorme. Tout le monde va dire, non mais évidemment, les Russes l'ont décrit, forcément, ils l'ont fait. Donc voilà, ça ne me paraît pas très très crédible. Et je répète que tout ceci, ça, la bombe sale, c'est le dernier événement. Ouais. L'événement d'avant, c'était le barrage qui allait sauter. Ouais. Et l'événement d'avant, qui est vrai, c'est l'évacuation des civils. Ouais. Et tout ça, ça masque quand même ce qui est en train de se passer à Kherson, sur lequel on a très peu d'informations. Alors justement, Kherson, c'est la bataille dont tout le monde parle, mais qui n'arrive pas. Pour vous, elle est proche du déroulement. Quelles sont les options pour les Russes, en fait? D'abord, elle est proche du déroulement, oui, parce que les Ukrainiens se rapprochent beaucoup. Et moins nous avons d'informations, je pense, plus ils sont proches. Et on dit qu'actuellement, ils sont à 20 km de Kherson à peu près. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les Russes, qu'ont-ils comme option? Défendre Kherson, combat en zone urbaine, souvenons-nous de Mariupol, ça va être terrible, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de morts russes, beaucoup de morts ukrainiens. Mais les Russes vont perdre. Ils vont perdre cette ville. Ils sont acculés à un fleuve, donc je ne vois pas comment ils pourraient le garder. Ils peuvent tuer beaucoup d'Ukrainiens, c'est sûr, mais je ne vois pas comment ils peuvent le garder. Deuxième option, c'est de dire nous choisissons notre terrain. Et donc, on piège tout ce qu'il y a à piéger à Kherson, ça on peut l'entendre, donc ça créera des morts. On pourra tirer sur Kherson depuis la rive gauche du Dniepr, mais on décroche et on s'installe en défensive le long de ce fossé anti-char que représente le Dniepr. Et là, le général qui commande peut dire « c'est moi qui impose ma manœuvre ». C'est une ruse de guerre et c'est une bonne tactique parce que je reste maître des choses. Voilà, et je ne risque pas d'avoir devant la face du monde Kherson saisi malgré une défense russe qui aura coûté très cher aux Russes. Il faut se souvenir que les Russes, les chefs, avaient demandé, il y a longtemps, de pouvoir évacuer Kherson. Et c'est le président Poutine lui-même qui a dit non, vous restez. C'était un peu son Stalingrad. Vous restez, vous gardez Kherson. Mais quelle est l'utilité de Kherson? Kherson, c'était pour aller à Odessa. Kherson, Mykolaiv, Odessa. Aujourd'hui, les Russes savent qu'ils ne peuvent même plus rêver d'aller à Odessa. Donc, à quoi sert Kherson? À rien. Et c'est devenu quand même un symbole, et c'est devenu le symbole de la première ville conquise, première ville russifiée, première ville annexée avec les autres républiques. Enfin... Alors, la manœuvre de communication est difficile pour eux. Ouais. Mais ayant évacué, je crois que les chiffres qui ont été donnés il n'y a pas longtemps, c'est 70 000 personnes qui ont été évacuées. Ayant évacué la population, ils peuvent dire, nous avons sauvé la population, c'était le plus important, et maintenant, on va arrêter ces néo-nazis sur le Dniepr, et ils n'iront pas sur le territoire russe, puisque tout ceci est territoire russe. Un mot de ce chiffre de 70 000 personnes. Oui. Vous avez entièrement raison. Il a été communiqué, je crois que ces dernières heures. Ouais. Souvenez-vous, il y a une semaine, ce que disaient les pro-russes, ce sera 60 000 personnes évacuées en une semaine. Alors, ils sont visiblement très bons dans leur calcul, leur méthode de calcul, puisqu'ils arrivent à évacuer 10 000 personnes de plus. Ça peut faire sourire, évidemment, parce qu'on est exactement sur le même type de chiffre. Vous dites aujourd'hui que Kherson ne sert à rien. La ville de Kherson. Comment est-ce que les Ukrainiens, s'ils veulent reconquérir l'ensemble de cette région de Kherson, dont ils ne contrôlent qu'environ 10% pour l'instant, pourraient le faire? Est-ce que ils disent contrôler l'ensemble des ponts qui mènent de la face ouest à la face est? Est-ce que c'est en passant par ces ponts sont contrôlés par des HIMARS américains, ou est-ce qu'ils auraient mieux fait ou plus facilement fait de faire le tour par Zaporijjia? Qu'est-ce que vous feriez, vous, stratégiquement? À mon avis, il faudrait qu'il fasse le tour, qu'il fasse un débordement. Souvenez-vous, on parle beaucoup en ce moment du mur Wagner, des défenses Wagner, qui sont au nord du Donbass. Oui, ces fameuses dents de dragon. Voilà. Mais entre ça et le Dniepr, il n'y a rien comme défense installée. Et donc, c'est par là qu'il faut attaquer, évidemment. Parce que vous avez raison. Une fois les Russes sur la rive gauche du Dniepr, la difficulté, ça va être pour les Ukrainiens de passer de l'autre côté du Dniepr. Et à mon avis, passer directement, ça va être très compliqué pour eux. Alors on a parlé du barrage, du fameux barrage. Parce que si le barrage cédait, explosif, etc., qu'est-ce que ça ferait? Ça inonderait toute cette partie gauche du Dniepr. Et donc les Russes qui sont dedans seraient très embêtés.
Mais pour la conquête, ça serait embêtant également. Donc, moi, si vous voulez, je vous fais des appréciations à la louche, comme on dit. Hein. Je ne regarde pas, je ne suis pas avec un état-major, avec mon officier du génie, mon officier qui va me faire préparer tout ça. Donc, c'est des appréciations très générales que je vous donne. Mais je crois que la première étape, c'est bien sûr d'arriver sur le Dniepr. Et ça, les Russes l'aménageront comme ils voudront. Mais ça sera quand même une victoire pour les Ukrainiens. Et ensuite, la phase suivante, qu'est-ce qu'on fait entre Dniepr et Donbass vers toute cette région, vous avez raison, avec la centrale, qui est tout à fait à la pointe de cette zone, et puis tout ce qui se passe par la suite. Avec sur les cartes qui nous sont fournies par les anglo-saxons, donc qui ne sont pas forcément vraies à 100%, des zones, des tâches à l'intérieur de ces zones, dont on sait que ce sont des zones de résistance ukrainienne, derrière les lignes russes. Et pour l'instant, elles sont moyennement actives, très peu actives. Ouais. Et donc elles peuvent être activées. Voilà, elles pourraient être activées derrière les lignes russes. Et vous comprenez bien que les Russes étant attaqués par le contour, comment s'appelle cette ville, Dnipro, en particulier par Dnipro, qui a un cœur important, hein, et pour attaquer vers le sud, et des mouvements de résistance au sein de ces territoires au nord de la Crimée, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour les Russes, bien sûr. Alors, et comment vous voyez les choses de l'autre côté, sur le Donbass, à Bakhmout, où ça bouge aussi, où les Ukrainiens tentent de reprendre l'initiative? Écoutez, je vais vous raconter une anecdote qui vous concerne à propos de Bakhmout. Nous étions sur le plateau, vous étiez là-bas, vous veniez faire un reportage en disant voilà, j'y suis, etc., etc. Et 10 minutes après, on avait un intervenant de Moscou, que je ne citerai pas, par charité chrétienne, je ne dirai pas son nom, qui disait Wagner est rentré dans Bakhmout. Alors je lui dis, écoutez, c'est étonnant parce qu'on avait un reportage 5 minutes avant qui nous disait que non, c'était pas vrai, enfin pas que c'était pas vrai, qui racontait ce qui se passait à Bakhmout. Donc Wagner essaye depuis 15 jours ou 3 semaines de prendre Bakhmout. Alors peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ils ne sont pas rentrés dedans. Mais du coup, la réputation de Wagner, c'est d'être quand même très efficace, très cruel, très entraîné. Est-ce que ils ont un problème parce qu'ils sont des mercenaires payés et qu'en fait, ils sont là aussi. Alors, dans les qualificatifs que vous prendrez, cruel, je le retiendrai, efficace, je ne le prendrai pas. D'accord. Pour l'expérience que j'en ai en Afrique, ils ont été mauvais partout. D'accord. En Centrafrique, ils sont mauvais. Au Mali, ils sont mauvais. En Syrie aussi. Bamako, en Syrie. Corrigés par les Américains. En Libye, enfin, au Mozambique, ils ont commencé à intervenir, ils sont repartis. Enfin, bon, ils sont mauvais. D'accord. Là, qu'est-ce qu'ils font? Prigojine fait de la communication. Il est en train de dire que lui est capable, que l'armée russe n'est pas capable. Moi, je peux être le pilier dont a besoin la Russie. Il montre les fameuses fortifications qu'il met en place sur une partie qui m'étonne beaucoup, parce qu'elle est quasiment sur les frontières de 2014. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup reculé. Ils ont beaucoup reculé. Ouais. Et puis elle est très partielle. Ouais. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la ligne Maginot, mais ça se contourne. Ouais. Donc voilà. Donc moi, mon impression, c'est qu'il continue à combattre. Il fait beaucoup de médiatisation autour de ce combat. Il fait de la politique avec ce combat, voilà, pour l'influence à Moscou auprès de Poutine. Exactement. Dont on sait qu'il est très proche de Poutine, mais à mon avis, il doit commencer à l'agacer un petit peu quand même. Juste une petite question, parce que Ruth évoquait cette ville de Bakhmout où nous nous sommes rendus, effectivement. Ouais. Quelle est l'importance, moi j'ai du mal à le comprendre, hein, c'est pour ça que je vous pose la question, l'importance stratégique de cette ville sur un plan militaire? Pourquoi prendre Bakhmout? Il n'y a rien autour. Et même s'il réussissait à prendre cette ville qui n'est pas une grande ville, qu'est-ce qu'il ferait après? Non, il faut regarder. Les seules choses qui sont intéressantes à regarder, ce sont les lignes de chemin de fer et les routes. Et savoir où sont les nœuds qui permettent la logistique. On sait que la logistique russe est extrêmement mauvaise, lourde, mais repose beaucoup sur les routes et les voies de chemin de fer. Et donc, quand vous avez défini ces nœuds-là, vous savez que c'est important. Bakhmout, pour moi, ne l'est pas. Mais, je répète, il y a probablement une manœuvre de Wagner, là, pour s'accrocher. Et puis, s'ils prennent cette ville, ça va être une victoire fantastique. Ce sera très médiatisé. Ils vont renverser la guerre, etc., etc. Peu importe. Les gens ne vont pas regarder ce que je viens de vous définir sur les nœuds logistiques. Merci, Général. La politique dans la guerre. C'est important aussi. Et on va le voir tout à l'heure. On sera de retour, évidemment, à 21h. Juste avant cela, votre invité, Ruth, c'est Alain Minc. Oui, c'est Alain Minc, oui, tout à fait. On va évoquer justement les conséquences économiques de la guerre sur notre continent, les dissensions
ou européenne, comment est-ce qu'on peut rester unis malgré les difficultés, et puis la politique française avec toutes les conséquences que cela a. On vous retrouve dans un Merci. instant. À tout de suite.